Bonjour, c'est Dimanche en politique. Invité aujourd'hui Alexandra Valletta-Ardisson, députée La République en marche des Alpes-Maritimes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au sommaire de l'émission, un programme chargé puisqu'on va parler de la crise sanitaire et des récentes annonces du Premier ministre et du gouvernement. C'était jeudi dernier. On va parler bien sûr de la campagne vaccinale qui fait débat. On va parler des vallées sinistrées et puis on va parler des élections régionales. On va faire un peu de politique quand même des élections régionales à venir, normalement, au mois de juin. On commence donc par la crise sanitaire. Les dernières mesures annoncées par Jean Castex, c'était donc jeudi soir. Un résumé avec Leslie Benzaken. Jean Castex s'est montré confiant mais prudent. Si les chiffres de l'épidémie restent contenus, un couvre-feu pour la métropole dès 18h à partir de samedi a été décrété. Cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18h le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2, voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains. Concernant l'éducation, l'objectif prioritaire reste très clair. Avec le président de la République, nous avons souhaité maintenir ouverts les établissements scolaires. Et c'est pour nous, je l'ai dit, un objectif fondamental. Néanmoins, des restrictions supplémentaires sont mises en place avec un protocole sanitaire renforcé dans les cantines. Les activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur sont supprimées. Les tests de dépistage seront multipliés pour les élèves et les enseignants. Seul petit allègement, les étudiants de première année de fac pourront accéder à des travaux dirigés en présentiel à partir du 25 janvier. Mais l'inquiétude et la peur dues aux variants anglais poussent à un contrôle renforcé aux frontières. Hors Union européenne, chaque voyageur devra présenter un test PCR à l'arrivée, se confiner 7 jours et repasser un test. Pour Jean Castex, l'espoir tient en un seul mot, la vaccination, mais il prévient, il faudra être patient. Alors on va revenir dans le détail. Avant, juste un mot parce que vous êtes donc député d'une circonscription, on le rappelle, qui est frontalière. Double frontière. Menton, La Roya, etc. Donc double frontière. Vous dites double, c'est Monaco et l'Italie. Alors justement, il y a eu un gros débat là-dessus. C'est renforcement des contrôles aux frontières annoncé jeudi. Est-ce que c'est pas un peu tard ? Tard, non, bien sûr que non. Depuis le début de cette crise, le gouvernement agit de manière graduée et proportionnelle. Lorsqu'il a été question de mettre en place des contrôles avec les pays classés entre guillemets rouges, on l'a mis en place. Lorsque début décembre, il a fallu mettre des contrôles avec l'Angleterre de par la variante qui sévissait en Angleterre, nous l'avons mis. Aujourd'hui, le Conseil scientifique estime qu'il est nécessaire de mettre des contrôles sur tous les pays hors Union européenne. C'est ce que nous faisons. Donc nous agissons juste, au moment où nous devons et nous pensons qu'il faut agir. Plus localement, est-ce que la polémique qu'il y a eu entre la France, un certain nombre d'élus des Alpes-Maritimes et Monaco vous a surpris? Est-ce qu'elle vous a choqué? Elle m'a choquée, je l'ai trouvée proprement parlé injuste. On ne peut pas reprocher à un État souverain de décider quel type d'action et de contrôle il souhaite mettre à l'intérieur de son pays. C'était à nous aussi, Français, d'être un petit peu plus vigilants et de ne pas aller envahir l'État monégasque. Lorsqu'il y a eu plus de cas qui se sont déclarés en principauté, le gouvernement et son Altesse Sérénissime ont mis en place des mesures. Ils ont fermé, ils ont mis un couvre-feu plus restreint et eux aussi, ils ont mis des mesures plus drastiques. Donc non, polémique à mon sens totalement stérile. Je pense que chacun doit être aussi responsable de ses gestes et de ses actions. Je vous disais ça parce que est-ce que vous avez l'impression que dans les Alpes-Maritimes, un certain nombre d'élus estiment inconsciemment que Monaco fait un peu partie des Alpes-Maritimes? Alors que vous le disiez, c'est un État souverain. C'est comme un État qui aurait. Alors c'est pas un président de la République, mais c'est un État souverain qui prend ses décisions en la matière. C'est un État souverain, mais avec lequel nous vivons au quotidien. Lorsque vous êtes dans ma circonscription, côté droite d'un trottoir, ça va être la France, côté gauche, ça va être Monaco. On vit ensemble, on vit tous ensemble. Alors c'est vrai que c'est un État souverain, mais il y a plus de 50 000 maralpins qui vont travailler quotidiennement. Alors en ce moment c'est particulier de par la Covid, mais qui de façon habituelle vont travailler sur Monaco. Donc on est habitué à vivre ensemble. Et donc quelque part ces polémiques me peinent et m'attristent. Avec juste une précision, on ne peut pas aller au restaurant à 100 mètres de la frontière en France. On peut y aller, on pouvait en tout cas y aller assez librement à Monaco. Oui. Est-ce que ça pose pas un problème d'harmonisation ? Dans ces cas-là, ça serait un problème d'harmonisation au niveau, européen, mondial, qu'il faut trouver. Mais je pense qu'il y a eu une bonne entente et ça s'est fait de façon coordonnée et intelligente entre l'État monégasque et l'État français. Donc aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre, donc il n'y a plus de sujet pour moi. Alors, on va revenir sur
Donc dans le détail, ces mesures. Alors le couvre-feu à 18h annoncé jeudi, pour nous, il change pas grand-chose puisqu'on y est depuis pratiquement une quinzaine de jours. Donc du coup, on a aussi un petit peu plus de recul. Alors pas forcément sur les effets sanitaires parce que c'est encore un petit peu tôt, mais on a un petit peu plus de recul au niveau des conséquences sur les commerces. Avant d'en discuter, on va voir un reportage de Aline Mettet et Audrey Lally. Il est 18h, il faut déjà fermer la boutique. Tous les commerces doivent appliquer le couvre-feu anticipé. Cette boulangerie d'Antibes ferme habituellement à 19h30, 1h30 en moins. Cela représente un manque à gagner important. Enfin, généralement, notre chiffre d'affaires à la sortie du boulot, c'est de 17h30 à 19h. Donc forcément, la dernière heure, c'est là où on travaille le plus. Et donc je pense que les gens ne pourront pas finir plus tôt. Enfin, ça va être très compliqué. Les clients vont devoir jongler entre le retour du travail et les courses de dernière minute. Si on oublie d'acheter sa baguette le matin, il va falloir apprendre à s'en passer. Moi, j'ai tendance à être un légaliste. Alors, à partir du moment où on me dit qu'à 18h, il faut arrêter, ben, on arrête. Bon, après, je me mets à la place des commerçants, quoi. C'est juste un cauchemar supplémentaire. On rajoute déjà. Normalement, ce traiteur est ouvert de 17h à 19h30 pour la clientèle de passage. Mais à cause de ce nouveau couvre-feu, il ne pense pas ouvrir du tout en fin de journée et se prépare à une perte de chiffre d'affaires. C'est, on va dire, 10-15% du chiffre en moins. Parce que, bon, après, il y a les sorties de travail, les clients qui viennent après 6h, 18h, on va dire. Moi, je suis ouvert jusqu'à 19h30. Ça dure 3 mois. Certains commerces, boucheries, salons de coiffure, supérettes, ont prévu de fermer avant 18h à 17h30 pour permettre aux salariés de rentrer chez eux. Alors l'intérêt sanitaire, on ne le connaît pas encore, puisqu'on n'a pas assez de recul. L'impact économique, on commence à le connaître. Il y a une étude de la Chambre de commerce et d'industrie qui a été publiée avec l'impact économique du couvre-feu à 18h auprès de commerçants, surtout de Nice et d'Antibes et de Cannes. 59% des entreprises ont une baisse de chiffre d'affaires de 29% et 2/3 des restaurateurs de plus de 50% à cause de la livraison à emporter. Alors il y a un intérêt sanitaire qu'on ne connaît pas, un impact économique négatif qu'on commence à connaître. Est-ce que l'impact économique négatif ne l'emporte pas? L'impact économique est certes négatif pour certains, vous l'avez très justement dit, mais il est malgré tout moindre que s'il y avait un reconfinement global et total à l'heure actuelle. Moi, j'ai échangé avec de nombreux commerçants de ma circonscription dans de nombreuses villes. Alors, c'est vrai que pour les restaurateurs, ceux qui étaient habitués à faire de l'emporter, ceux qui avaient pris l'habitude de faire de l'emporter pour le soir, on peut dire que clairement, ils ne pourront plus le faire. Ça devient extrêmement compliqué. Moi, j'ai rencontré également des commerçants qui ont décidé d'ouvrir plus tôt, qui ont décidé finalement d'ouvrir entre midi et 2, qui étaient fermés habituellement le dimanche et qui ont décidé du coup d'ouvrir le dimanche. Pour revenir sur votre reportage, moi, je continuerai à acheter ma baguette. C'est juste une question d'organisation. Je suis d'accord, c'est compliqué et c'est pénible. Aux consommateurs à essayer de s'organiser un petit peu différemment, aux professionnels de s'organiser peut-être en décalant un petit peu leur amplitude d'horaire, et mais également aux patrons peut-être à mettre en place peut-être un peu plus de télétravail ou autre. Donc il y a toute une organisation à revoir qui est certes compliquée et pénible pour tout le monde, on l'a subi, mais c'est quand même, j'allais dire, des pertes économiques qui sont moindres que si nous étions dans l'obligation de reconfiner totalement les commerces. Alors justement, puisque vous parlez de ça, par rapport aux annonces qui ont été faites jeudi, ce qui a été assez surprenant, c'est qu'il y a un certain nombre de sondages qui ont montré que les Français étaient prêts à être reconfinés, certains. Il y a des élus qui l'ont demandé aussi. Est-ce que finalement reconfiner maintenant, pour une courte période, ça n'aurait pas été garder un temps d'avance sur le virus et pas courir après ? Le temps d'avance sur le virus, quand on peut le prendre, on essaye de le prendre et on l'a pris. Quand on a réussi à mettre en place, grâce aussi aux Français qui ont été conciliants et compréhensibles, un confinement, 1 mois et demi avant les fêtes de fin d'année, ce qui a permis de déconfiner juste avant les fêtes de Noël, alors où d'autres pays d'Europe fermaient justement pendant les fêtes de Noël, ça nous a permis d'avoir des commerces ouverts pour les fêtes de fin d'année, ce qui n'a pas été le cas de tous nos voisins européens. Donc lorsqu'on pense, on envisage, on le fait, on n'arrive pas systématiquement, évidemment, à tout faire, à tout anticiper. Quand on confine, certains trouvent qu'on prive les Français de liberté, et là, on nous reproche quelque part de ne pas le mettre. Non, mais c'est sûr, tout le monde est jamais content. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il fallait pas le faire, le confinement, justement pour garder cette avance qu'on a prise, si j'ai bien compris ce que vous dites, on l'a prise un peu à la fin d'octobre, au début du mois de novembre. Ce qui nous a permis de réouvrir les commerces pour les fêtes de fin d'année et refaire partir l'activité économique. Exactement. Est-ce qu'il fallait pas reconfiner un peu maintenant ? Je n'ai aucun doute sur le fait que le Premier ministre et le Président de la République reconfineront si demain le Conseil scientifique estime que c'est nécessaire. Aujourd'hui, ils pensent qu'un couvre-feu à 18h généralisé en France
pour les semaines à venir semble être la bonne réponse, d'autant plus que le vaccin commence à arriver et à être administré aux Françaises et aux Français. Donc, j'allais dire, c'est ce que je vous disais en début d'émission, des réactions proportionnées et graduées en fonction de la situation. 2 points sur ce couvre-feu, puisque là, je vous dis, on commence à avoir un peu de recul. Donc ici, on l'a fait assez tôt. D'abord, la concertation avec les élus. Je voudrais vous faire écouter un extrait de l'émission qu'on a fait dimanche dernier, qui concernait justement ces conséquences du couvre-feu, avec une certaine colère des élus de l'ouest du département. Écoutez un extrait de l'émission de la semaine dernière et on va en discuter. Il n'a pas de marge de manœuvre. Donc on lui dit c'est 18 heures. Il débat avec l'ensemble des maires en disant est-ce que vous êtes d'accord avec 18 heures? On essaie de trouver des solutions alternatives à ce 18 heures qui est sans intérêt sur le plan sanitaire et qui est compliqué sur le plan économique, familial et social. Et à la fin, il nous dit « mais je n'ai pas de marge de manœuvre ». Donc il n'y a pas de concertation. Donc il ne nous fait qu'une information. Alors, les maires de petites communes, je vous rassure, on n'est même pas concertés. C'est-à-dire que vous n'avez pas été contacté par... Il n'y avait pas, je sais pas, une visioconférence avec... Non. Nous, on n'a pas droit au chapitre. Hein. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Alors le couple préfet-maire, moi je veux bien, mais c'est le couple conjugal d'il y a 100 ans, quoi. Alors, le Jean Leonetti parle du préfet, c'est pour ça que je voulais qu'on écoute cet extrait, et de la concertation qui a lieu normalement entre le préfet et les élus locaux. Ce qu'ils disent là tous les deux, c'est qu'il y a eu une discussion de 2 heures et que finalement la décision elle était prise avant. Le couple maire-préfet qui a tellement été vanté par le gouvernement et par le Premier ministre, est-ce que là, en l'occurrence, il fonctionne plus ? Ah mais il n'y a pas eu une discussion qui a duré 2 heures. Toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, nous avons des réunions de coordination tous ensemble, réunion à laquelle le préfet assiste, à laquelle l'ARS assiste, à laquelle les parlementaires assistent, à laquelle les élus locaux assistent. Donc la concertation, il n'y a que ça depuis le début de cette crise et le préfet joue parfaitement son rôle là-dessus. Donc il n'y a pas de sujet, sincèrement. Non mais la concertation, la décision finale pour prendre le couvre-feu, Lionel Lucas dit qu'il n'y était pas et Jean Leonetti dit que ça a duré 2 heures et qu'à la fin, le préfet leur a dit que de toute façon, il n'avait pas de marge de manœuvre. Donc c'est ça qu'on comprend pas très bien. La décision finale revient de toute façon, bien évidemment, au préfet. Le rôle du préfet, c'est quoi? C'est de mettre en application sur un territoire qui lui est défini les mesures annoncées et prévues par le gouvernement, mais également veiller à la sécurité de la population sur place. Aujourd'hui, bien évidemment, et heureusement que le préfet des Alpes-Maritimes, comme tout autre préfet, ne cède pas aux caprices ou desiderata de certains maires et de certains élus. À un moment donné, c'est sûr ça? Comment ça? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que le préfet des Alpes-Maritimes n'a aucune pression d'un président de métropole, par exemple? Bien sûr que non. Ah non. Ah non. C'est pas forcément l'impression des élus de l'Ouest. C'est peut-être l'impression de certains élus qui sont peut-être plus en campagne pour des présidentielles que à une gestion encore corde de la crise Lucas actuellement. Est pas en campagne pour la présidentielle. Non, mais Monsieur Lionel Lucas, depuis le début, a une haine féroce envers Emmanuel Macron et systématiquement essaie de monter au créneau contre lui. Alexandra Valletta-Ardisson, c'est vous qui m'amenez là-dessus, mais on va rester 2 minutes. Vous savez bien ce qui se passe, c'est-à-dire que beaucoup d'élus aujourd'hui ont un peu l'impression que le préfet est le directeur de cabinet du président de la métropole. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est faux est totalement déplacé. Ça n'a pas lieu d'être. On est dans un oui. département où tout l'ouest du département ne voulait pas du couvre-feu. Le président de la métropole le voulait, le préfet décide le couvre-feu. Ça peut poser question. Pourquoi le couvre-feu a été mis en place dans les Alpes-Maritimes? Parce que le taux d'incidence était un des plus élevés, voire le plus élevé de France. Donc on ne pouvait pas mettre un territoire, la métropole, l'Est des Alpes-Maritimes, en couvre-feu et pas le reste. Regardez justement, on parlait juste avant de ce qui s'est passé avec Monaco. Ça aurait fait quoi? Ça aurait fait que les gens qui habitaient sur la métropole seraient allés faire leurs courses sur l'Est des Alpes-Maritimes. Ça n'a pas de sens. Quand un couvre-feu est mis, il a été mis département par département. Donc à partir du moment où dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence était un des plus élevés de France, les Alpes-Maritimes sont passées en couvre-feu. Deuxième point que je voudrais qu'on aborde dans ce couvre-feu et pour clore ce chapitre, c'est la culture. Je voudrais que vous écoutiez cette réaction de Daniel Benoît, qui est le directeur du théâtre Antea. C'était à la mi-décembre, il était invité du journal. Écoutez. Ah, ça fait 9 mois qu'on fait pas de théâtre, oui. Ça fait 9 mois qu'on fait pas de théâtre, qu'on fait une grande, je disais tout à l'heure au personnel, une sorte d'open space où on essaie de travailler pour ne pas perdre le contact avec le public et en même temps, je veux dire, essayer de faire en sorte, si vous voulez, que le public ne parte pas complètement. Je pense qu'on a mangé du pain blanc pendant 7 ans et que là, on est en train de manger du pain noir, si vous voulez. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde sans culture? Non, on ne peut pas. C'est ce qui se passe en tout cas. Alors c'est pas. On peut pas et c'est dramatique. Non mais c'est dramatique. Pour moi qui suis en plus une grande consommatrice, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique et
Ça me touche profondément et ça ne touche pas que moi, ça touche tout le monde, c'est dramatique. Vous savez que tous les gouvernements des pays du monde n'ont pas tous adopté la même attitude. Est-ce que le gouvernement d'Emmanuel Macron ne restera pas celui qui a fermé la culture aux Français? Le gouvernement d'Emmanuel Macron restera celui qui a mis tout en place pour préserver le mieux possible la santé et la vie des Françaises et des Français, au risque de mettre effectivement certaines catégories de côté. Et c'est un grand drame et je le comprends. On verra à la fin, j'allais dire, si cette stratégie-là payera ses fruits ou pas. C'est dramatique, mais la priorité doit être donnée à la santé des Françaises et des Français. Alors la campagne vaccinale, un deuxième grand thème. Alors on a commencé à vacciner les plus de 75 ans qui ne sont pas... Par anticipation. Par anticipation, oui, qui ne sont pas dans des EHPAD. Alors, on va voir une image, qui est une image qui date de vendredi dernier. Donc, c'était le maire d'Antibes, donc on est toujours à l'ouest du département, Jean Leonetti, qui a vacciné lui-même, puisqu'il est médecin, qui a vacciné lui-même une personne de plus de 75 ans. À titre d'exemple, est-ce que, alors peut-être pas tout le monde, est-ce que le ministre de la Santé devrait se faire vacciner ? Ah, mais je pense qu'on doit tous se faire vacciner. Non, mais là, par anticipation, pour donner l'exemple, et pour que ce soit incitatif. C'est compliqué, c'est-à-dire que si des ministres, des députés se font vacciner par anticipation, on va nous dire qu'on bénéficie de vaccins. Je sais. Non, je sais que vous en bénéficiez et que vous en piquez, entre parenthèses, à des personnes qui en ont plus besoin que nous. Le ministre de la Santé, c'est symbolique. Pas plus qu'un autre. Pas plus qu'un autre. Pour moi, il doit attendre son tour. Mais Non, mais ça, c'est votre avis. Il doit attendre son tour, il doit pas se faire vacciner tout de suite. Le rôle des maires dans cette histoire. On a eu l'impression aussi, à un certain moment, que selon la zone du territoire où on était, on avait plus facilement accès au vaccin. Il y a des maires qui ont dit, moi, je me bouge. Certains maires proches du gouvernement, vous voyez à qui je pense. D'accord. Donc, si je vous suis, les maires de l'Est du département sont mal dotés de l'Ouest, pardon, sont mal dotés parce qu'ils sont pas proches du gouvernement, sauf que... Non, ils sont pas mal dotés, mais sauf qu'on vient de se rendre compte ils auraient plus de difficultés. Que par anticipation, les communes de Cannes et d'Antibes, alors que la vaccination plus de 75 ans est ouverte en France à partir de lundi en principe, les communes de Cannes et d'Antibes ont pu bénéficier depuis 2 jours d'une vaccination pour les plus de 75 ans. Donc, on voit bien que malgré le fait qu'il y a des maires qui sont contre le gouvernement ou contre la politique qui est mise en place, ils ont quand même les doses de vaccins qu'il faut au moment où il faut pour pouvoir vacciner la population. Alors, je vous dis ça parce que c'est une demande d'un de vos confrères, c'est Éric Pauget, qui est député des Alpes-Maritimes. Il a demandé qu'il y ait un équilibre, une égalité territoriale dans les répartitions de doses de vaccins. Là, moi, je pose la question à une députée proche du gouvernement, puisque vous êtes de La République En Marche. Vous garantissez que ce sera le cas ? Enfin, je garantis, ça me paraît totalement normal et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est normal, heureusement qu'on n'est pas traité, soigné en fonction de notre parti politique. Heureusement que tous les Français sont dans une catégorie, et qui ont besoin, d'avoir le vaccin. Aujourd'hui, pourquoi la polémique a été mise en place ? Cette polémique a été mise en place parce que la ville de Nice a été désignée, ce qui est normal, la ville de Nice est la préfecture des Alpes-Maritimes. D'accord. Donc le CHU de Nice a été un CHU, pilote, test, comme tous les CHU des grandes métropoles départementales, pour, faire un petit peu le servir de relais. Mais c'est tout à fait commun à ce qui se passe dans les autres départements de France. Ensuite, les doses sont effectivement envoyées dans chaque vaccinodrome qui sont mis un petit peu en place sur tout l'ensemble du territoire départemental. Et la préfecture se charge après, de redonner les doses qu'il faut au fur et à mesure qu'on fait appel à eux. Aujourd'hui, si vous en aviez la possibilité, ou en tout cas quand vous en aurez la possibilité, est-ce que vous vous ferez vacciner ? Ah oui, mais oui. Oui. Preuve d'ailleurs qu'on ne privilégie pas ceux qui sont proches du gouvernement, parce que je ne suis pas encore vaccinée, je vais attendre mon tour, mais si j'avais pu, voilà. Évidemment que je me ferais vacciner. Et j'incite mes parents à le faire aussi. 2 derniers thèmes de l'émission. Je vous avais dit, les vallées sinistrées et les régionales. Alors, je veux qu'on parle des vallées. Je le répète parce que vous êtes dans une circonscription qui contient la Roya. On va voir, avant de discuter, un sujet sur les commerces attendent en cette période hivernale. Sujet de Nathalie Layani et Frédéric Tissot. La boulangerie de Tende, commerce plus qu'essentiel depuis la tempête Alex. Il y a un pain au chocolat, s'il te plaît. Rouverte début novembre, on y trouve du pain, mais pas que. Les carambars et les sucettes et les chewing-gums. On fait un peu tout ce qui est boisson, vin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des chips. Pour la viande, il y a le boucher dont le magasin ne désemplit pas. Les mardis et samedis après-midi, son collègue de Saint-Dalmas emmène quelques produits supplémentaires, mais pas de quoi remplacer le commerce qui manque à tous. Et c'est une épicerie urgente. Pourquoi c'est urgent? Parce que les gens qui n'ont pas de voiture, qui ne peuvent pas descendre à Breil,
n'ont pas de denrées, quoi. L'ancienne épicerie n'a pas rouvert après la tempête. Son propriétaire négocie avec un éventuel repreneur. Dans l'urgence, le maire avait réquisitionné les locaux. Alors voilà, jusqu'à mardi dernier, on faisait ici une distribution de nourriture. Il était grand temps que cette distribution s'arrête. On a continué à distribuer ces dons. Mais maintenant, notre objectif, l'objectif vraiment de notre village, c'est de relancer le commerce. Mais comment passer d'un village entièrement approvisionné par des dons à la reprise d'une vie économique normale? Au Secours populaire, l'aide alimentaire se poursuit, sous condition de ressources, mais avec souplesse. Là, ce matin, il y a une dame qui a les moyens et qui n'avait plus de liquide vaisselle. Elle nous a dit, est-ce que vous pouvez me dépanner de liquide vaisselle? Ben oui, on en avait d'avance, donc on lui a donné un liquide vaisselle. C'est l'évidence. Les gens sont raisonnables ici. Puis bon, c'est un petit peu la honte de venir au Secours populaire. Aller au Spar, c'était quelque chose, parce que c'était pour tout le monde. Là, ils se disent... L'association a identifié 60 familles dans le besoin. La mairie et le département continuent aussi d'aider les plus démunis et poussent à la réouverture rapide de l'épicerie que les difficultés d'accès au village ont rendu indispensable. Voilà, je voulais qu'on parle de ça, même rapidement, parce que la vie, elle continue là-bas, elle continue à être difficile. Une seule question, est-ce que, selon vous, là, aujourd'hui, on est à la mi-janvier, la reconstruction se poursuit au rythme qui était espéré? On veut toujours que ça aille plus vite. Bien évidemment, quand on est confronté au quotidien, j'étais cette semaine plusieurs fois dans la Vallée de la Roya, donc on veut toujours que les choses aillent de plus en plus vite. Il y a déjà des exploits qui ont été faits. Une piste a été faite par le département des Alpes-Maritimes pour pouvoir, j'allais dire, un petit peu désenclaver Tende. C'est dans un temps record. Donc la reconstruction se poursuit. Il n'empêche qu'en attendant, il faut continuer à être présent, il faut continuer à mettre en place des actions. On parlait des commerces. Moi, je suis actuellement en train de me battre avec le gouvernement pour qu'on puisse classer nos 3 vallées en zone franche, parce que c'est important de pouvoir maintenir le commerce. Sans commerce, il n'y a pas de vie, donc il faut absolument maintenir le commerce dans nos vallées. On est nombreux élus, maires, à se battre pour ça, et j'espère et je pense qu'on va y arriver. Mais il ne faut surtout pas oublier nos vallées. Oui, la reconstruction se poursuit. Elle ne va pas assez vite, mais elle avance et elle avance bien. Alors, il nous reste 5 minutes. On va parler, on va faire un peu de politique quand même. Hein. Oui. On est dans une émission politique. On en a fait depuis le début. On va parler des régionales et des départementales qui normalement auront lieu en juin. On l'espère. Normalement, hein. En tout cas pas avant, mais si en les tout conditions cas, sanitaires le permettent, ça en sera juin. oui. Ouais. Peut-être après, mais non, pour l'instant c'est en juin. Est-ce que vous savez à quelle date? On va parler des régionales surtout. Est-ce que vous savez à quelle date sera désignée la tête de liste pour La République En Marche? Pour la région PACA? Oui. Pourquoi voulez-vous obligatoirement qu'il y ait une tête de liste de la République En Marche? C'est pour ça que je vous pose la question, très naïvement. Est-ce qu'il y aura une tête de liste de la République En Marche? En fait, moi, j'aimerais bien que pour cette élection et pour d'autres élections, on l'a fait dans certaines communes pour les municipales, on sorte un petit peu de ce clivage, de ce parti où il faut systématiquement qu'il y ait une tête de liste LR, systématiquement une tête de liste En Marche, systématiquement une tête de liste Modem. Moi, je pense qu'on arrive surtout dans une élection régionale. Quand on voit à quel point la région joue un rôle essentiel en période de crise sanitaire et autres, dans une période de relance, j'aimerais bien qu'on arrive à mettre en place des listes. Mais c'est pas important je comprends ce que vous voulez dire. Vous allez me parler de liste d'union entre LR et la République En Marche. Non, entre personnes investies, impliquées, qui ont envie d'œuvrer ensemble conjointement pour un territoire. Alors, voilà. Je me moque des étiquettes. Alors, j'y reviens. On va avancer. Le contexte, c'est un rassemblement national qui est très fort en région PACA. On se souvient de 2015 avec Marion Maréchal Le Pen. Là, il y a de fortes chances pour que la tête de liste, on va voir sa photo, ce soit Thierry Mariani, qui vient des LR, donc qui est RN, qui vient des LR. Ça plaît, ça, en PACA, hein, ce genre de profil. On va voir également un sondage qui a été fait à la fin de l'année. C'est un sondage qui a été réalisé par l'IFOP. Alors, ce sondage, il a examiné tout un tas de possibilités. J'en ai retenu 2. Au premier tour, vous voyez là, le RN serait à 31%, LR à 27% et l'REM à 13%, avec une union de la gauche à 13% et l'écologie à 11%. Ça, c'est pour le premier tour. Et dans le deuxième tour, là aussi, il y a plein de cas de figure qui ont été étudiés. Mais celui-là, qui est le plus simple, une union entre LR et En Marche, 40%, RN 37%, et une union de la gauche qui arriverait à 23%. C'est important d'ailleurs pour la gauche, qui est plus représentée au sein de l'hémicycle en PACA. On voit que dans tous les cas de figure, que vous soyez, surtout si vous êtes seul, mais même si vous êtes avec LR, il y a un écart avec le RN qui est infime. Est-ce que c'est pour ça que vous ne souhaitez pas qu'il y ait une liste autonome?
Il y a un vrai risque RN dans notre territoire, on le sait très bien, ça fait des années, j'allais dire que c'est sous-jacent, donc on le sait très bien. Mais ça ne peut pas être la seule raison qui pousse à une union de personnes de bonne volonté qui ont envie d'agir ensemble et conjointement. Ça ne peut pas être la seule solution. On ne peut pas faire une liste d'unions uniquement pour battre le RN. Oui, mais vous savez ce qu'on va vous dire. Ce qu'on va vous dire, c'est que bon, allez, vous dites ça, mais en fait, ce que vous voulez pas dire, c'est que l'implantation d'En Marche dans les territoires, ben, c'est fichu et ça n'a pas marché. Parce que vous réfléchissez en termes de partis politiques. Moi, je vous parle en termes d'individus, de travail fait concret. Aujourd'hui, dans ma circonscription, il y a 3 ans, j'étais totalement inconnue et je le dis honnêtement. Aujourd'hui, je pense dans certains endroits qu'on reconnaît mon travail et mon implication. Et quand on me voit, on va voir la députée, pas forcément la députée En Marche. C'est une personne je serai investie, impliquée et je œuvrerai pour mon territoire. Donc, est-ce que l'implantation d'En Marche, je vous rappelle qu'il y a 4 ans, ce mouvement n'existait pas. Donc on ne peut pas non plus reprocher à un mouvement qui n'existait pas il y a 4 ans de ne pas être autant impliqué face à des élus qui, pour certains, sont élus depuis plus de 30 ans. Non, d'accord, mais les régionales, c'est 1 an avant la présidentielle. C'est le moment où il faut se montrer, ça ne veut rien dire, mais c'est le moment où il faut étaler ses forces, où il faut s'affirmer. Non, moi je vous parle d'individus, je placerai toujours l'individu au-dessus d'un parti politique. Et aujourd'hui, pour moi, sincèrement, ce qui compte, ce n'est pas une liste En Marche, ce n'est pas une liste LR, c'est une liste composée d'individus qui ont envie d'avancer ensemble. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des LR dans le département des Alpes-Maritimes avec lesquels vous ne pourriez pas faire alliance, qui sont très à droite? Lionel Decazes. Il n'y a que lui. Lionel, il y a d'excellents maires, si on parle des maires, parce que vous me parlez de LR, il y a d'excellents maires LR dans les Alpes-Maritimes pour lesquels j'aurais pu voter si j'avais habité dans leur commune. Donc, à un moment donné, j'en reviens vraiment, j'allais dire, j'insiste, mais si on pouvait arrêter, je pense qu'à part les militants, les gens se moquent des partis politiques. Non, d'accord, mais vous iriez sur une tête de liste menée par Éric Ciotti, vous iriez sur une tête de liste menée par Renaud Muselier et tout le monde? Éric Ciotti, pas forcément. Éric Ciotti, je ne sais pas ce que ça donnerait à la région. Renaud Muselier, on sait ce que ça donne à la région depuis maintenant plus de 4 ans. Donc, et on peut dire que le bilan au niveau régional et surtout au niveau régional mais Alpes-Maritimes est plus qu'excellent. Il nous reste très peu de temps. La décision de mener ou non une liste régionale, ce sera pris quand? C'est pas à moi vous le dire, c'est pas bon. Je ne sais pas et c'est pas moi qui vais décider de toute façon. Par contre, j'espère et de tout cœur sincèrement qu'on réussira à avoir une belle liste composée d'individus qui ont envie de travailler ensemble pour un territoire. Merci beaucoup, l'émission est finie. Merci beaucoup Alexandra Vallée-Tardisson d'avoir accepté notre invitation. Dimanche prochain, vous retrouverez Laurence Collet. Très bel après-midi sur France 3.